le volet infrastructure n'est jamais tenu en compte, n'est jamais mis en avant, n'est jamais sollicité. N'importe qui bagaille tourne en classe, tourne en l'école, en battante, en bâtonnelle, en bas la cour, dans la ravine, n'importe qui côté. Toutes les maisons sont transformées en école. Et le plus important étant le contenu, ça veut dire avoir les élèves à l'école et les enseigner. Oui, ça c'est important. Mais l'infrastructure scolaire aussi est de grande importance. Les maisons sont converties en école. Il y a croyance que ce n'est pas le plus important, puisque le plus important est d'envoyer les enfants à l'école, peu importe les conditions dans lesquelles ces écoles fonctionnent. Les écoles sont surpeuplées. Les salles de classe qui pourraient loger aisément 10 à 15 personnes en reçoivent 50. Les universités, les salles ne sont pas appropriées pour accueillir 100 étudiants. Les autres doivent s'asseoir à la fenêtre. Le matériel éducatif qui devrait être inclus dans cette infrastructure est soit inexistant, soit insuffisant. Les salles de classe sont peu aérées. On étouffe à l'intérieur de ces salles de classe, d'où le dégagement de ce qu'on appelle le gaz carbonique, qui non seulement les élèves, les écoliers, les étudiants doivent respirer, ce qui provoque un ralentissement de leur capacité de concentration, puisqu'on est enfermé dans une salle peu lumineuse, peu aérée, et souvent très laide. J'ose le dire, pour avoir visité tant d'écoles à travers la République, particulièrement dans la capitale et dans certaines villes de province, je devrais presque dire ce n'est pas acceptable de mettre les enfants de la patrie, les citoyens de demain, dans de telles conditions d'apprentissage. Le matériel éducatif, n'en parlons pas. Parce que quand on parle d'infrastructure, de quoi parle-t-on aisément? On parle vraiment des bâtiments, on parle des immeubles. Et quels sont ces immeubles? À part les écoles congréganistes, surtout dans les 10 départements qui ont vraiment une infrastructure conçue et appropriée pour une école. La plupart des écoles dans les 10 départements sont vraiment, je vous l'ai dit tantôt, des anciennes maisons, enfin des maisons converties en écoles, des tonnelles, ou maintenant depuis le tremblement de terre, même des tentes encore une fois. Quand on parle d'infrastructure, on parle des salles de classe. Sont-elles accueillantes? Sont-elles propres? Sont-elles belles? Sont-elles aérées? Sont-elles éclairées? Et j'ai vu des salles quand j'accompagnais mes élèves aux examens du certificat où pénétrer seulement ces salles était une insulte pour moi et pour les élèves que j'accompagnais. Il y avait des odeurs nauséabondes dans ces salles de classe. On ne voyait même pas sa page d'examen. Pour écrire, il fallait presque se mettre la tête. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'aération, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait que des claustras, un seul. Et il y avait près de 50 élèves dans cette salle pour composer. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur et la gravité de ce constat. Et quand on parle de salle de classe, on parle de salle de classe où personne ne peut bouger. Or, les jeunes, particulièrement, et on peut mettre ça à tous les tranches d'âge, on a besoin de bouger, de mobilité. On ne peut pas rester 3 heures enfermé dans une salle de classe. Et si en plus ce sont des bancs sur lesquels 4-6 personnes doivent s'asseoir, vous imaginez, on est coincé, on doit faire attention pour ne pas se frapper, il n'y a pas d'espace pour détendre nos jambes, on ne peut pas circuler. J'ai vu des écoles qui apparemment très jolies de l'extérieur, et quand j'ai vu les salles de classe, je me dis, waouh, c'est pas possible. Lorsqu'on apprenait dans un environnement, dans une infrastructure qui n'a pas les standards appropriés, donc cet apprenant risque d'avoir moins de motivation, moins de créativité et plus de difficultés au niveau d'apprentissage. Pas de troubles, mais plus de difficultés au niveau d'apprentissage. Et alors, pour enchaîner, elle a parlé de l'infrastructure au niveau physique. Maintenant, il y a l'immobilier. Elle a parlé des fenêtres, etc., mais il y a la chaleur aussi. Donc, dans une salle qui est
Et je rappelle qu'à travers l'Association haïtienne de psychologie, on faisait une intervention dans une école où il y avait plus que 50 élèves qui ne pouvaient pas circuler, mais la salle était extrêmement chaude. Il faisait très chaud. Donc, dans un environnement comme ça, et le professeur n'arrive pas, parce que lorsque le professeur peut circuler dans la salle, ça lui permet aussi de mieux contrôler l'espace. Mais si un enfant, un étudiant est juste derrière, qui parle, qui perd du mais le professeur ne peut pas arriver, mais le professeur ne peut pas vraiment donner un coaching individuel, fait que les enfants sont tellement coincés que le professeur ne peut pas venir pour regarder ce que l'enfant fait. Donc ça a un impact sur la qualité de l'enseignement. Parce que l'enseignant doit être dans un environnement qui lui permet de circuler. Parce qu'il faut comprendre aussi que les besoins naturels, physiologiques, nourriture, et chaleur, température, tout ça va impacter la capacité de concentration d'un enfant. Donc si un enfant est dans une salle de classe qui fait extrêmement chaud, donc cet enfant-là risque d'avoir la migraine. S'il y a des problèmes de luminosité, cet enfant-là risque d'avoir sa vision. Donc tous ces problèmes-là vont affecter son apprentissage. Donc, c'est extrêmement important de tenir en compte ça. Donc, maintenant, sur le plan physique, et ce qu'on constate aussi, comme elle disait, c'est qu'il n'y a pas, et la majorité des écoles en Haïti, ce sont des maisons converties en école. Ce n'est pas vraiment des infrastructures a priori qu'on a construites pour une école, ce sont des infrastructures qu'on a construites pour que une famille de 5-6 personnes vivent, et puis dans ce même espace-là, on met plus de 100 personnes. Donc, si une maison qui prenait 8 personnes qui vivaient et puis on met 100 personnes, on comprend déjà que c'était pas un endroit conçu pour telle activité. Et justement, tout l'aspect qu'elle disait là ne va pas être pris en charge. Mais au niveau de l'infrastructure aussi, on va retrouver les mobiliers. Elle a parlé des mobiliers, elle a parlé des bancs. Et par exemple, une personne qui passe une journée dans la salle de classe où le banc n'a pas de dos, comme si l'enfant ne peut pas s'adosser, s'appuyer sur quelque chose. Donc tout ça aussi, l'enfant est inconfortable. Donc l'inconfort dans l'immobilier aussi va avoir un impact sur l'apprentissage des enfants. Donc l'immobilier sont comme si les différentes choses qu'on met à l'intérieur de l'école, c'est extrêmement important. Donc l'infrastructure aussi doit être construite pour favoriser la socialisation. C'est-à-dire que avoir des cafétérias, des espaces de jeu ou bien des espaces de discussion. Donc, l'école doit être conçue de manière, c'est pourquoi justement l'espace doit être suffisamment grand pour qu'on peut faire une table ronde. On peut disposer la salle de différentes manières en fonction de l'objectif que l'enseignant peut avoir. Parce que l'école n'est pas seulement un endroit où on vient apprendre les mathématiques, c'est aussi un espace de socialisation. Donc, l'école doit être construite de manière que les élèves puissent se socialiser, puissent discuter. Donc, il doit y avoir des espaces de socialisation.